Bonjour à tous, bonjour cher Raymond. Nous sommes le 17 avril 2024. Pour moi, il est 15 heures. Pour toi, il est 9 heures du matin. Tu es en France. Donc, je suis heureux de pouvoir revoir Raymond que j'ai rencontré à Hong Kong il y a de nombreuses années, alors qu'il était représentant du Front National, du RN. Ensuite, nous avons toujours gardé contact. Nous avons sympathisé. D'ailleurs, pour information, Raymond, ça m'a valu quelques critiques, même pendant ma campagne des élections des conseils des Français étrangers. Certaines personnes étaient venues me voir en me disant, oui, mais j'ai entendu dire que des rumeurs, tu étais d'extrême droite, etc. Et bien Oh là là, entendu, j'ai dit que c'était faux. Mais bon, là, pour la petite l'extrême anecdote, centre de la tradition française. ouais. En tout cas, la petite anecdote, je connais Raymond depuis de nombreuses années, entrepreneur, très actif en Asie, maintenant de retour en France, il va tout nous expliquer. Et au niveau politique, bien entendu, on est là pour parler des européennes, parce que je souhaite que les Français s'intéressent aux européennes. Et Raymond est un ancien RN et aujourd'hui au CNIP, il va nous expliquer pourquoi. Déjà, bonjour Raymond, comment vas-tu? Bonjour Marc, ça va très bien. Je te remercie beaucoup de m'accueillir. Et je remercie tes auditeurs, évidemment, et je te félicite pour cette initiative hors les murs, si je puis dire, qui nous permet de faire le tour du monde avec des gens très intéressants, hein, et d'avoir des opinions à la fois sur la qualité de la vie pour les Français à l'étranger et également sur les perspectives politiques qui sont évidemment différentes quand on vit souvent à l'étranger ou, comme c'est mon cas et le cas de quelques-uns de tes invités, à la fois à la métropole et à l'étranger. D'accord. Alors Merci Raymond, donc encore. maintenant tu es en France. Est-ce que tu peux nous dire où es-tu maintenant? Donc je sais que tu as habité autrefois à Hong Kong, maintenant tu es en France. Oui, alors Où est-ce où est-ce que j'ai tu es? habité moi en Asie de 1986 à 2020 de façon pratiquement permanente, en Malaisie, Taïwan, Hong Kong, Chine, Shanghai, et je suis reparti en 2000 et maintenant j'habite dans la Sarthe, donc dans la résidence qui a été la résidence de ma famille depuis le XIIIe siècle, hein. Donc vraiment français de souche comme on dit. Euh, et donc, j'ai pris ma retraite en 2020, puisque, en fait, c'est assez intéressant parce que j'étais à Wuhan en décembre 19 quand les choses ont commencé à tourner assez mal. Et d'ailleurs, début 2020, j'avais envoyé des messages à Marine Le Pen, qui était à l'époque la présidente du parti que j'ai quitté, pour lui dire, vous savez, il faut alerter le gouvernement sur la nécessité de faire des contrôles aux aéroports. Dès ce moment-là, et comme on sait, rien n'a été fait alors que tout aurait dû être fait, puisque les Français étaient l'un des rares pays, la France était un des rares pays à bien connaître Wuhan. Enfin, ça, c'était une autre histoire. Donc, du coup, je me suis présent. Alors, donc, je suis retourné dans mon village où en fait mon père est mort en 2019. Il était d'ailleurs conseiller général dans le sud de la Sarthe. Et ma mère est restée donc là. Et ça s'est bien trouvé finalement parce que j'étais obligé de rester dans le sud de la Sarthe. En plus, à l'époque, mon fils devait se présenter au municipal qui était en mars 2020 dans mon village. Et il n'a pas pu le faire parce qu'il a changé de banque. Il est passé d'une banque française à une banque japonaise d'ailleurs. Donc il m'a demandé si je pouvais y aller à sa place. À l'époque, je ne savais pas que je ne pouvais pas retourner si facilement à Hong Kong à cause du Covid, puisque je suis résident permanent à Hong Kong, hein. Et je me suis présenté au municipal et j'ai été élu sur une liste d'hiver gauche d'ailleurs, étant Front National, mais élu sur une liste d'hiver gauche. Euh, Ce qui prouve que dans les petits villages, on peut s'entendre, puisque dans mon conseil municipal, il y a une personne qui s'est présentée aux élections Mais pour le Parti est-ce socialiste. que c'est officiellement une liste d'hiver gauche? C'est une liste, je suppose, sans étiquette, c'est ça? Si j'ai bien C'est une compris. liste sans étiquette, mais qui se présentait, mais qui était d'hiver gauche dans la mesure, Ah, ça c'est un peu anecdotique, elle se présentait contre un ancien maire qui est assez connu dans les milieux agricoles, puisqu'il s'agit de Claude Cochonneau, qui était président des jeunes agriculteurs à une époque et vice-président de la FNSEA, et président des chambres d'agriculture de France. Claude Cochonneau, avec lequel j'étais en classe d'ailleurs, parce que je suis né en 57, lui aussi. Et le malheureux est mort dans sa ferme en décembre 2020, à 63 ans, où il a essayé de rebrancher un système électrique qui n'avait pas marché. Il avait une grande porcherie, un grand élevage, et malheureusement, il est mort. Donc lui était de droite, il se présentait avec une liste d'hiver droite, soutenue d'ailleurs par les LR, par le sénateur LR, et moi je me présentais sur une liste qui était effectivement considérée d'hiver gauche, puisqu'il y avait beaucoup de gens encartés à gauche sur cette liste.
et que moi, j'étais là parce que mon père avait été maire et que finalement, je m'entendais très bien avec. Enfin, j'avais beaucoup d'estime pour le maire adjoint sortant et pour la maire sortante, qui était évidemment, enfin, surtout pour le maire adjoint, un homme qui avait été au Parti communiste, qui était de sensibilité de gauche, comme quoi on peut s'entendre pour les milieux ruraux. D'accord, mais Voilà, donc il y avait pas une j'ai liste été élu RN? maire et du coup, je suis resté, j'ai essayé de dégager, de développer un peu ma clientèle en France, mais il n'y a pas eu beaucoup de succès. Et aussi, j'ai été nommé délégué de la section sartoise du Front National, puisqu'elle allait un peu à volo et que j'avais commencé à adhérer dans la Sarthe, moi, dans les années 80. Donc, j'ai retrouvé des anciens, pas beaucoup, mais enfin certains avec lesquels j'avais milité à l'époque, ce qui était une autre paire de manches parce qu'on faisait 2%. Mais j'étais délégué. Puis comme à cette époque-là, quand tu étais délégué pour une fédération départementale, en général, on te demandait de te présenter comme tête de liste pour les régionales, pour le département. Je me suis présenté et j'ai été élu conseiller régional. Alors, ça paraît pas très loin, c'est en 2021, mais en Attends, 2021, Raymond, est-ce que je peux t'interrompre une seconde parce que j'ai pas compris quelque chose? Tu as été élu sur une liste d'hiver gauche au municipal alors. C'est ça, pas au oui, régional, au municipal. D'accord. Mais municipal. à l'époque des municipales, tu étais un militant Front National ou pas? Oui, j'étais Front National. Alors, Ça quand posait c'est pas de sorti problème que alors que j'étais tu délégué. sois candidat sur une liste de Si, gauche? si, si, ça, tu as très, très perspicace. Ça a posé un problème. J'ai eu un peu un procès de Moscou, entre guillemets. Bon, c'est un peu normal, C'est-à-dire non? que. Comment? C'est un peu normal, non? Oui, c'est-à-dire que il y a eu des pressions, effectivement, le département de la Sarthe étant en fait un département assez divers d'un point de vue politique, mais plutôt à gauche. Il y a eu des pressions, des lettres envoyées à la maire en disant mais comment vous avez quelqu'un du Front National dans votre équipe, etc. Et quelques personnes se sont un peu émues de cette question-là. Et donc, lors d'un conseil municipal, on a été prié de ne pas sortir à la fin du conseil. Et la maire a dit écoutez, il y a des tensions. Enfin, en gros, voilà, quelques personnes aimeraient s'exprimer sur le fait qu'ils ne sont pas contentes que M. de Malherbe soit conseiller municipal et ait une responsabilité au Front National. Donc, ils vont s'exprimer. Bon, effectivement, ces personnes de sensibilité de gauche, hein, que je respecte et avec lesquelles je travaille bien finalement maintenant, se sont exprimées et il y a eu la volonté de faire passer un communiqué dans la presse se désolidarisant du conseil municipal Front National. Alors moi, j'ai dit pour ma défense, écoutez, d'abord j'ai raconté ma vie, j'ai dit moi j'ai rejoint le Front National à travers mon père qui était dans la résistance, qui était juste devant les nations, parce qu'il a caché un Israélite pendant la guerre, et un de ses grands amis, Jean de Maïnel, qui était responsable du Front National dans les années 80, mais qui était un homme de droite, puisqu'il avait été aussi février 34, mais qui était un résistant, qui avait été prisonnier comme officier, s'était évadé, avait été repris, et finalement, pris dans le maquis d'Orléans, avait été déporté à Dachau. Il a passé un an à Dachau et il est revenu. Et il est resté quand même de droite. Et assez ami, d'ailleurs, ami à l'époque avec ses anciens camarades communistes déportés. Donc voilà, moi je suis de cette sensibilité-là. Je suis d'une sensibilité patriote, mais pas du tout caricaturalement de droite. Bon, alors bon, c'est passé. Et puis la maire a demandé, ce qui était une chose correcte, a dit ben, écoutez, on va voter. Qui est-ce qui veut faire un communiqué dans la presse pour se désolidariser de M. de Malherbe et qui ne veut pas. Donc il y a eu sur 15, dans les 15 conseils municipaux, il y a eu 9 voix pour ne pas passer le communiqué de presse et 6 voix pour le passer. Et comme nous sommes un pays démocratique, merci la France, voilà, on a décidé de continuer à travailler comme ça. Donc depuis, D'accord, on bon, très travaille bien. et on travaille Ok. bien. Et donc, il y a certainement un exemple de possibilité de travailler, bien qu'étant de partis différents. D'accord, donc Voilà. si Donc, je comprends bien, il y a eu des petits échanges, mais bon, pas plus de problèmes que ça. Donc tu continues ton parcours, tu es élu conseiller municipal et tu restes au FN. alors, Ensuite, je tu suis à ce changes de moment-là au FN, je responsabilité, tu reste au es FN, candidat au régional. et je suis candidat régional, donc sur la liste RN Pays de la Loire. Alors déjà, je ne suis pas très content parce qu'en fait, j'avais été approché par le parti, d'ailleurs, pour être investi la tête de liste pour la région Pays de la Loire. Et d'ailleurs, tu te souviendras, Marc, en 2017, j'avais été préinvesti également pour les législatives
sur la zone Asie-Pacifique, la 11e circonscription des Français de l'étranger. Et au dernier moment, Marine Le Pen, enfin la présidence, avait dit bah, écoutez, finalement, on va prendre un autre candidat. Et ils ont parachuté quelqu'un qui, le malheureux, a mis d'ailleurs fin à ses jours il y a quelques années. Et ça illustre un point d'ailleurs qui est récurrent au RN, c'est que les gens sont de moins en moins de bonne qualité. Mais enfin, lui, que je ne citerai pas, racontait qu'il avait été banquier à Hong Kong, alors c'était faux. Il a fait un score minable. À l'époque, j'avais accepté de faire sa campagne avec Éric Minet, qui est conseiller consulaire en Thaïlande, qui est toujours mon ami, évidemment. Mais voilà. Et donc, en 2021, rebelote, ah, ce serait bien que vous vous présentiez. Et puis, finalement, d'ailleurs, de façon assez discourtoise, ils me disent non, finalement, on a trouvé un autre candidat. Et ils mettent à la tête de liste, ça c'est typique du RN, quelqu'un qui ne vivait pas dans la région, Hervé Juvin, qui est parachuté avec un certain nombre d'autres personnes parachutées qui prennent la place devant les adhérents de vieille date qui se sont battus, qui ont pris tous les coups dans la région Pays de la Loire. Et donc, voilà, cette liste se présente. Et d'ailleurs, bon, on a 7 élus, c'est-à-dire qu'on fait à peu près 10%, ce n'était pas un score excellent. Et nous sommes élus. Donc, malheureusement, comme souvent, et comme souvent dans les Pays de la Loire, la liste n'a pas tenu, le groupe n'a pas tenu très longtemps, puisque le groupe a explosé l'année dernière, puisque donc une de nos colistières conseillères régionales est partie à Reconquête. Et M. Juvin, lui-même, j'avais demandé son départ du groupe, sa démission, pour laisser la place à une autre personne, parce qu'il ne venait jamais. Et ça, c'est typique des cadres du Rassemblement national, hein. Un absentéisme énorme. C'est le cas de Bardella, d'ailleurs. Donc, ils ne viennent pas, ils travaillent dans leur coin à faire on ne sait pas trop quoi. Enfin, pour Bardella, si, il s'occupe de son parti. Mais ils ne sont pas très présents dans les assemblées. Donc, surtout, ils ne suivent pas, par exemple, les rapports des conseillers économiques sociaux, qu'il y a toujours dans les assemblées. Ils ne suivent pas vraiment les dossiers. Ils vont leur petit bonhomme de chemin le long de leur programme. Donc, Juvin, ne venant jamais, le 4 novembre 2022, je lui dis, écoute, Hervé, on se fait critiquer sur ton absence, parce qu'on a quand même dans notre assemblée des gens comme Retailleau, comme l'ancien ministre de l'Agriculture Garot, qui est socialiste. On a maintenant un député Tavel, France Insoumise. Eux, ils sont toujours là. Et, et donc, M. Hervé Juvin ne venait pas. Donc, je lui dis, il faut que tu laisses la place à quelqu'un d'autre. Il est député européen, hein, en plus. Donc, alors lui, typique d'ailleurs des députés européens RN que je rencontrais souvent, il me racontait ses voyages, mais il n'était pas présent dans la région Pays de la Loire. Donc ça, c'est le 4 novembre. Du coup, je me fais engueuler par les cadres du RN. Comment tu peux critiquer Hervé Juvin? Il est très proche de Bardella, il est très proche de Marine Le Pen. Oh là là. Et 3 jours après, mon cher Marc, ça tu peux le vérifier sur la presse, apparaît dans Libération, dans d'autres journaux, Monsieur Hervé Juvin, condamné en appel pour avoir frappé sa femme, violence conjugale. Donc là, tout de suite, branle-bas de combat. 2 jours après, Bardella et Marine lui demandent de quitter les groupes. Mais il ne démissionne pas, parce que quand tu es élu, c'est comme le sénateur Guerriot qui a été pris la main dans le sac avec de la drogue, et ça c'est une honte complète. Il y a eu des propositions d'ailleurs de la France Insoumise, il faut bien le dire, mais également d'autres groupes pour que ça ne se repasse plus, que les gens qui sont pris pour violence conjugale ou pour drogue soient obligés de quitter l'Assemblée élue. Non, en fait, tu peux rester. Tu peux rester, il faut que tu démissionnes, sinon personne ne peut te faire partir. Donc Hervé Juvin quitte le groupe, mais il garde ne son mandat démissionne d'élu. pas, ce qui fait que le groupe est réduit de 7 à 5. Et alors, 4-5 Est-ce mois que, après, est-ce que Bardella et Marine Le oui, Pen lui ont demandé de démissionner de son rôle d'élu aussi? non, non, non. Ils l'ont pas Ils lui demandé. ont demandé, et ils lui ont uniquement demandé de se retirer du groupe. Et D'accord. justement, ça, c'est une très bonne question encore, Marc. Quelques mois après, ils mettent la pression pour que Gervin Juvin soit réintégré dans le groupe. Et il y a Et d'ailleurs ça, eu un article de, Marine Le Pen et Bardella, ils demandent à ce qu'ils reviennent? oui, enfin, oui, eux. Enfin, c'est évidemment eux quand Enfin, c'est à ce indirectement. niveau-là. Euh, alors, directement, moi, j'en ai pas la preuve, mais ce qui est certain, c'est que la nouvelle présidente du groupe RN au Pays de la Loire, Vigneral, Victoria de Vigneral, a demandé à ce qu'ils reviennent. Qui était d'ailleurs, Victoria de Vigneral, pour te donner un exemple, d'ailleurs, des élus RN, souvent,
qui est une franco-belge, qui réside en Belgique, donc qui ne réside pas du tout dans les Pays de la Loire, mais qui a été parachutée dans les Pays de la Loire. Inutile de dire qu'elle ne connaît rien au dossier. Mais elle était aussi très proche d'Hervé Juvin, très proche de tout le monde, de Bardella. Donc, elle demande à ce que Hervé Juvin revienne dans les repas, etc. Bon, moi je dis non, il revient, je pars, hein, parce que réintégrer un type qui est payé par la République, payé par les élus, payé pardon, par les électeurs, et qui se permet des violences conjugales, c'est pas possible. Dans mon idée, comme dans l'idée de pas mal d'autres conseillers régionaux, évidemment, il aurait dû démissionner. Voilà, mais on a l'impression, et là, ça a été pour moi, je pense, le début de la volonté du siège de m'exclure. Donc, C'est-à-dire, en juin 2023, comment? ils t'ont exclu Oui, quand? Après cette affaire? alors c'est Pour très cette intéressant raison? parce que figure-toi que j'étais au conseil municipal de mon village et je reçois fin juin 2023, au milieu du conseil municipal, un appel du rédacteur en chef du Maine Libre. Le Maine Libre, c'est un journal qui appartient au groupe de l'Ouest France, mais c'est le quotidien le plus lu en Sarthe. C'est un journal très important. Qui me dit, alors je lui dis, monsieur, je suis en conseil municipal. Ah oui, mais vous avez vu que vous avez une réaction au fait que vous avez été exclu du RN? Ah non, je ne suis pas au courant. Ah bon, ben, alors c'est le rédacteur en chef de l'Ouest France, Serge Danilo, qui m'envoie un communiqué de presse par lequel je suis exclu du RN, moi et Jean-Patrick Fillet, qui était le conseiller régional de Vendée. Donc, on est exclu par communiqué de presse. Ces clampins n'ont même pas été capables de prendre un téléphone pour nous expliquer on n'est pas content de ce que vous faites, on va se réunir pour en discuter. Voilà, non, non. Ils excluent par communiqué de presse, c'est-à-dire des méthodes néofascistes ou Il n'y a staliniennes, pas de ça. Hein. commission de Parce que, discipline, quelque chose comme ça? alors, le texte exact, c'est messieurs Fillet et de Malherbe sont exclus pour manquement répété au devoir de loyauté envers la présidente de groupe et le parti. Ce qui est totalement ridicule, puisque dans mon cas, 3 jours avant, j'avais été sélectionné, j'étais l'une des 2 personnes sélectionnées dans le département pour aller former les adhérents dans d'autres départements. Donc j'avais été formé notamment dans le Maine-et-Loire 3 jours avant. Donc on ne manquait pas du tout de loyauté, on ne s'était jamais exprimé contre le FN d'une manière ou d'une autre. Donc, c'était uniquement ce qu'ils font de temps en temps, c'est-à-dire des coups de balai. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les 2 personnes qui ont été exclues sur les 5 conseillers régionaux qui restaient étaient les 2 seules personnes qui étaient élus municipaux et qui étaient chefs d'entreprise. Parce que moi, j'étais chef d'entreprise, j'ai dirigé, donc j'ai travaillé, comme tu le sais, pour L'Oréal, pour Chanel, j'ai dirigé des filiales en Asie, au niveau asiatique, pour des groupes américains aussi, puis j'ai ma propre société. Et Jean-Patrick Fillet, lui, le délégué, le conseiller régional de Vendée, a passé 20 ans aux États-Unis. Donc, c'est quelqu'un qui a dirigé des entreprises, il était dans le domaine musical, il a produit Alice Cooper, il a produit Metallica. C'est un type très intelligent. Voilà, il est élu conseiller municipal à Bretignolles-sur-Mer, une petite ville de plusieurs milliers d'habitants. Donc, en fait, ils ont exclu les 2 personnes qui, effectivement, ne voulaient pas raconter n'importe quoi en session. Et à part l'incident Juvin, le fait que moi, je n'acceptais pas cette pression pour que Juvin revienne. Et, et d'ailleurs, il y a un article, donc je ne sais pas si tu l'as mentionné, dans Libération, je crois que c'est le 24 avril 2023, où ils expliquent bien que, bien qu'étant exclu du groupe comme député européen, il continue à travailler très proche de Bardella, de tous ces gens-là. Donc, c'est un peu de la rigolade. Donc, de moins en moins, les cadres du RN sont des gens de qualité, hein, de moins en moins. Pas tous, évidemment, il y en a très bien là-dedans aussi. Voilà, donc Fillet et Bardella, nous sommes exclus du groupe. Du coup, moi, j'envoie un tweet disant en s'abordant le groupe sans raison valable, Bardella trahit les 650 000 électeurs ligériens de Marine Le Pen, puisque, en fait, la seule représentation officielle du RN dans les Pays de la Loire, qui n'est pas une région qui vote beaucoup RN, c'était le groupe des élus régionaux. Et quand tu as un groupe d'élus régionaux, tu as des assistants. Et tu as plus de temps de parole, tu peux t'exprimer, tu as des assistants, donc tu peux mieux travailler les dossiers. Quand tu es, ce que moi je suis devenu non inscrit, tu as un temps de parole réduit à 2 minutes sur les différents sujets. Tu as évidemment beaucoup moins de chances de creuser les dossiers puisque tu n'as pas d'assistant. Donc,
ce que je considérais, c'est qu'en supprimant sans raison valable le groupe, hein, puisqu'on est passé de 5 à 3, le groupe est passé de 5 à 3, donc il n'y a plus de groupe, parce qu'il faut que tu aies 5 conseillers régionaux pour un groupe, eh bien, j'ai considéré et j'ai écrit que Bardella trahissait les électeurs des Pays de la Loire. Donc ça n'a pas plu, évidemment. Et alors, je suis passé en commission des conflits 3-4 mois après. La Capelle, qui était président m'a dit bah, écoute, retire ton tweet, ça se passera bien, etc. J'ai retiré mon tweet. Ouais, et finalement, j'ai été exclu quand même sur la base de ce tweet, 3 mois plus tard, fin octobre. Alors, ce n'est pas le motif formel de l'exclusion, mais ils m'ont dit parce qu'on t'a vu à l'université de Zemmour. Et je leur ai dit oui, bah, j'étais invité à l'université de Zemmour, mais je n'ai pas rejoint REC, Reconquête, et en plus, vous ne vouliez pas que j'aille à l'université d'été du Front National. Donc, voilà, tu vois un peu l'hypocrisie. Après 40 ans de militantisme. Enfin, voilà. Donc, je me suis retrouvé, finalement, j'ai adhéré au Parti des indépendants et paysans, qui est le plus vieux parti de la droite française, hein, puisqu'il est là depuis 75 ans, et qui est un parti éminemment sympathique, puisque l'un des fondateurs était le chanoine Kir, qui, comme tu le sais, était député maire de Dijon et a inventé le Kir, le cocktail vin blanc cassis. Donc, nous avons d'ailleurs été fêtés à Beaune il y a un mois les 75 ans du Centre national des indépendants et paysans, avec l'ensemble des cadres. Et on a eu un bon dîner aux Hospices de Beaune. Et c'était très sympathique et cordial. Alors Voilà un peu ce qui s'est passé. pourquoi rejoindre le CNIP et pas notre parti? Pourquoi pas le mouvement conservateur, VIH, Alors, c'est une Conquête bonne directement question. alors. C'est une bonne question que m'a posée directement aussi Jean-Frédéric Poisson, que j'ai suivi dans une conférence il y a 2 mois. Bah, écoute, il y a d'abord une raison affective et historique, c'est que j'étais membre du CNIP quand j'étais à Sciences Po dans les années 70, et c'était le seul parti auquel j'ai adhéré avant d'adhérer Retour aux au sources. Front National en 1983. Et bah, l'autre chose, c'est qu'en fait, j'ai réfléchi, j'ai pris contact avec des responsables d'ici et là, des différents partis, donc via Debout la France, CNIP, et ceux qui ont été les plus réactifs ont répondu. C'était donc le président du CNIP, Bruno Nors, qui est conseiller régional, d'ailleurs qui a été élu sur une liste Rassemblement national, hein, il est conseiller régional Grand Est, mais qui aussi s'est fait mettre dehors par, par le RN, enfin il s'est fait exclure Ah, du Bruno groupe. Norf, il a été exclu par le RN? Il a été élu. Ah, ça, Alors, il a soutenu Zemmour oui, ça, dès les d'accord. présidentielles. Il a Donc, été je exclu avant pense de que ça soutenir c'est. Zemmour? Comment? Il a été exclu avant de soutenir Zemmour, ça il y a longtemps? Je pense. Alors, je ne sais pas exactement, mais je pense. C'est évidemment lié au fait qu'il ait exprimé le fait que le CNIP, qui était récemment, donc jusqu'en 2022, allié au Front National, au Rassemblement national, s'est effectivement rangé Ah, bah, ça c'est derrière logique alors. Zemmour. Ouais. Ok. Oui. Et donc voilà, donc le parti indépendant et paysan, c'est un parti qui met en valeur la liberté, la responsabilité. C'est un parti libéral de droite, indépendant, comme son nom l'indique, c'est-à-dire avec la possibilité pour les personnalités qui rejoignent de garder une certaine autonomie de pensée et d'action. C'est aussi contrairement au RN, c'est un parti qui n'est pas un parti un peu dictatorial dans sa manière de fonctionner, quoi. C'est plus convivial, c'est plus gaulois. Comme j'ai dit à la session, j'ai fait un petit clin d'œil, le Rassemblement national est en train de devenir de plus en plus romain. Nous sommes des Gaulois. Donc, le Intéressant. parti des indépendants et paysans, c'est un peu ça. Et puis, comme très attaché, effectivement, beaucoup de notables, beaucoup de gens élus dans les zones rurales comme moi, puisque nous appelons le Centre national des indépendants et paysans, donc patriote également, nationaliste éventuellement, comme en ce qui me concerne, bien qu'il y ait des gens au parti qui ne se considèrent pas nationalistes, mais voilà. D'accord. Donc Parce bon, que maintenant, le CNIP officiellement ne se considère pas nationaliste, mais il a en son sein des gens de différentes sensibilités. d'accord. Bon, Voilà. comment on peut le définir? C'est-à-dire, c'est un parti de droite, Ouais, c'est un parti qui a été créé donc, patriote. en 1949
à l'époque avec Antoine Pinet à l'époque, Roger Duché, le chanoine Kir, qui était un prêtre, puisqu'à l'époque, sous la 4e République, tu avais 2 prêtres qui siégeaient en soutane, l'abbé Pierre, qui était démocrate chrétien, MRP, et le chanoine Kir, qui était indépendant et paysan, mais qui était un personnage, parce qu'en plus d'avoir inventé le cocktail, il était président de l'association franco-russe, à l'époque où c'était la Russie soviétique. Et quand Khrouchtchev est venu visiter la France, Khrouchtchev a dit, mais je vais d'abord aller visiter mon ami, le chanoine Kir. D'accord. Et à Quelle la est fois la, l'Église et les quelle est la, pouvoirs po- publics lui ont dit, non, 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 le chanoine Kir viendra à Paris pour vous rencontrer. quelle est la position du CNIP au sujet de la guerre en Ukraine? Donc, est-ce Alors, que c'est la le même que CNIP, Mario Maréchal? Est-ce que c'est... ouais, non, qu'est-ce qu'il a? le CNIP a une position, je dirais, en ligne avec. Alors, bon, je parle pour moi, hein, parce que je ne suis pas dans toutes les positions officielles. Neutre, c'est-à-dire qu'on essaye de s'en mêler le moins possible. Pour nous, c'est un conflit qui n'affecte pas les intérêts directs de la France pour le moment. Et c'est la position, je pense, qui était la position de De Gaulle, hein, qui, je rappelle quand même, était assez proche des Russes. Euh, C'est-à-dire que le moins on se mêle des affaires des autres, le mieux on se porte. Donc c'est cette position-là, avec effectivement le sentiment que c'est la Russie qui a agressé et qui a déclenché les hostilités. Il y a un droit sans doute des Ukrainiens à se défendre, mais sans mêler le moins possible. Et alors je vais te raconter une anecdote. Évidemment, dans les mairies, beaucoup de mairies ont mis un drapeau ukrainien. Euh, alors, moi, je me suis opposé à ce qu'on mette le drapeau ukrainien sur le fronton en disant, écoutez, on a le drapeau français, le drapeau européen, ça correspond à ce que nous sommes. Nous ne sommes. En plus, moi, j'ai fait des affaires en Ukraine et en Russie, et je peux te dire, honnêtement, entre nous, en dehors de tout ce qui est. Déjà, en Russie, c'est difficile, mais en Ukraine, c'était carrément, même, je dirais, entre guillemets, plus mafieux qu'en Russie, hein, c'est Il y a clair. Et vraiment donc, la c'est un pays corruption, très c'est ce que tu veux difficile. dire. Voilà, beaucoup de corruption, beaucoup plus de corruption, et puis beaucoup moins aussi de réflexes d'affaires juridiques comme on les connaît quand on fait des affaires, notamment en Asie. Bon. Est-ce qu'en Ukraine, il y a beaucoup de Euh, nazis, comme on dit? C'est vrai? euh, non, ça, ça, honnêtement, je crois que c'est un peu exagéré. Ça fait partie de la propagande russe. Il y a eu, comme on le sait historiquement, effectivement, pas mal d'Ukrainiens qui ont pris le parti des perdants et des mauvais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais bon, je crois pas je crois que c'est de la propagande, ça, Ok. de En la tout part cas, pour de. l'instant, donc tu es au CNP et tu soutiens la Voilà. campagne de Mario Oui, Maréchal alors je pour continue mon anecdote sur le drapeau ukrainien quand même. Ok, À ouais. l'époque, on a dit, bon, bah oui, mais enfin, le problème, c'est que s'il y a un autre conflit ailleurs, on sera obligé de mettre les autres drapeaux. Eh ben, ça n'a pas loupé avec Ils ont mis le drapeau d'Israël? le malheureux, le terrible conflit qu'on connaît maintenant en Israël. Eh ben, il y a quelqu'un qui a écrit pour dire, mais il faut mettre le drapeau israélien sur le fronton. Et ensuite, on a eu des gens qui ont dit, bah non, non, nous, on est plutôt pour mettre le drapeau palestinien. Donc, on s'en sortait plus. Donc finalement, on a pris une décision au conseil municipal. On disait, bon, ben non, maintenant, on met que le drapeau français, le drapeau de l'Union européenne. Parce que, Ça a du sens. voilà. Donc voilà. Donc oui, effectivement, je suis de retour en zone rurale, dans une zone très agréable, mais qui a joué un rôle dans ma vie, je crois, parce que tu sais, comme je te disais, on est depuis 800 ans dans la même maison, qui a été détruite pendant la guerre de religion, puisque mon ancêtre qui tenait pour Henri IV, Pierre de Malherbe, a été attaqué par la Ligue catholique, et qu'après 15 jours de siège, ils ont fait une paix, et que la paix a été rompue, et que le château a été brûlé. Avant ça, pendant la guerre de 100 ans aussi, on a eu des victimes. Enfin, pendant la Révolution, je ne t'explique pas ce que ma famille a subi, mais c'était assez intéressant. Voilà, donc nous sommes restés, mais nous sommes restés pourquoi? Nous sommes restés parce que nous sommes une famille traditionnellement française, avec des valeurs françaises, des valeurs de fraternité, de liberté, de courage quand même, aussi, des valeurs chrétiennes. Et nous sommes aussi réveillés, inquiets. Il faut être inquiet. Et c'est ça, c'est la force de Zemmour, et c'était la force de Jean-Marie Le Pen avant, et c'était ce que j'avais appris également chez L'Oréal. J'ai travaillé chez L'Oréal.
je me rappelle le directeur de L'Oréal, Owen Jones, nous disant, si vous ne vous réveillez pas inquiet tous les matins, eh bien, vous n'avez rien à faire chez L'Oréal. Hein, parce qu'il faut vous réveiller inquiet de l'avenir de la société, des parts de marché que vous allez prendre, du chiffre d'affaires que vous allez faire, de ce que fait la concurrence, etc. Et donc, c'est un peu la même chose en politique. En France, il faut être tous les jours inquiet. Est-ce que la France, est-ce que la destinée de la France est assurée? Est-ce que nous progressons? Est-ce que nous amenons plus de ressources? Est-ce que nos compatriotes sont plus riches, sont mieux portants, ont une meilleure santé, gagnent plus d'argent? Est-ce qu'ils ne sont pas menacés par l'extérieur? Et c'est aujourd'hui le cas. Donc, Jean-Marie Le Pen, moi, je l'ai rejoint parce qu'il correspondait à cette idée. Il avait, dès les années 70, alerté, c'était un prophète contre l'immigration et contre le déclin démographique de la France. Hein, moi, j'ai 3 enfants et 9 petits-enfants, on peut en avoir plus. Mais aujourd'hui, Zemmour, c'est aussi ça, c'est un prophète de civilisation. C'est quelqu'un qui a été plus loin que Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen n'avait pas forcément vu le risque islamique, surtout qu'il avait été à une époque où il était moindre, puisque le risque islamique a vraiment commencé à apparaître de façon très forte de nouveau en 1979, lorsque notre président un peu incapable, Giscard d'Estaing, avait envoyé, avec le soutien des États-Unis, Khomeini en Iran. C'est à partir de ce moment-là que les frères musulmans, que le mouvement iranien, le mouvement, pardon, pas iranien, pas du tout iranien, mais le mouvement musulman s'est organisé et est devenu beaucoup plus agressif de nouveau. Mais c'est quelque chose qui était moins perceptible dans les années 70-80. L'intérêt de Eric Zemmour, c'est de nous alerter sur un problème de civilisation. C'est l'intérêt aussi de Marion Le Pen et Marion Maréchal, et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, je critique le RN aujourd'hui, parce que le RN considère que l'islam, dans toutes ses formes, y compris les plus radicales, est tout à fait compatible avec la République. Et, alors, comme me disait mon ami le délégué de Reconquête en Loire hier, à la Réunion, oui, c'est compatible dans les républiques islamiques, avec la République. Mais il faut écouter Philippe Ollivier, le beau-frère de Marine Le Pen, qui explique sur Livre Noir qu'il a vécu dans un pays africain musulman et que finalement ça se passait très bien. Alors Philippe Olivier en mode satisfait patate, évidemment. Lui, il devait être expatrié dans un ghetto de luxe et avec son ticket d'avion dans la poche, son passeport, et il pouvait partir. Et moi, j'ai vécu en Malaisie, qui n'est pourtant pas un pays radical musulman, mais il y a quand même, si vous n'êtes pas musulman, vous n'avez pas les mêmes droits. Même en Malaisie, qui est un pays modéré, il y a la politique des Bumiputera, vous avez moins d'accès au crédit. À l'époque où je travaillais là, on était obligé d'avoir un certain nombre de gens dits Bumiputera, c'est-à-dire en fait Ouais, je sais, hier, d'origine j'ai eu un musulmane. entretien avec un élu de Malaisie, enfin un élu des Français de Malaisie. Donc, Oui, ça me c'est parle juste hier, il y a quelques heures. Brochet. Non, avec Quentin Cloarec, qui est un élu, il a été élu Oui. sur la liste macroniste et Ah moi, il a oui. pris Horizon. Voilà. Mais c'est drôle parce qu'il me parle de tout ça. Mais lui, il me dit qu'en Malaisie, ben, il n'y a pas de problème, ça se passe très bien, il est très heureux, il y a plus de tolérance qu'en France, etc. Mais par contre, toi, tu dis que Ah dans les ben, pays c'est possible musulmans, qu'en Malaisie, ça se passe pas. il y ait plus de tolérance qu'en France. Alors, moi, j'ai vécu et j'ai travaillé, je dirigeais la filiale de L'Oréal dans les années 80. À l'époque, c'est certain, je crois que c'est encore le cas, et c'est surtout difficile pour les populations chinoises d'ailleurs, il y a quand même 2 poids 2 mesures, même si la Malaisie, effectivement, est un pays globalement tolérant, parce qu'il y a un équilibre qui s'est formé, hein, Oui, puisqu'il y a eu les fameux programmes des années de 1969, où lors d'une élection, en fait, c'était les mouvements soutenus par la communauté chinoise et un mouvement malais qui avait pris le pouvoir contre, à l'époque, je crois, l'UMNO, c'est-à-dire le mouvement de base malais Bumiputera, et que du coup, il y a eu à l'époque des pogroms. C'est-à-dire que moi, j'ai connu des Chinois qui ont dû foutre le camp parce qu'ils ont été attaqués par des manifestants pro-islam qui venaient en général de l'Est du pays. Et il y a eu beaucoup de victimes, et c'était à ce moment-là que Mahathir a commencé à jouer un rôle important et où ils ont donc édicté la politique institutionnelle qui existe toujours, qui a permis, certes, il y a une inégalité de droit, mais qui permet à l'ensemble de la société de tenir. Mais on sait très bien que vivre dans un pays musulman, si vous n'êtes pas musulman, bah, vous n'avez pas les mêmes droits. Vous êtes soumis à des taxes,
etc. Puis surtout, vous devez vous plier à une idéologie. C'est même pas une religion, c'est une idéologie. Donc c'est ça le risque aujourd'hui en France. Euh, il est de se faire submerger par une civilisation et une religion qui n'est pas la nôtre, alors que nous sommes une république laïque. Et on voit ça tous les jours, euh, les problèmes de voile, les problèmes d'imposition de prière, les problèmes aussi liés quand même à l'immigration, qui sont des problèmes de violence, Et qui qu'est-ce que sont tu de penses, plus par en plus exemple, importants. des Émirats, les Émirats arabes unis? Est-ce que c'est un pays Ah qui ben, considère non, que les non, mais choses se dans les passent bien? pays musulmans, qu'ils soient musulmans, c'est parfait, on peut y être, on peut y travailler, la preuve, moi. Mais ça ne correspond pas forcément à long terme à ce que nous, en tant que Français, avec notre souci de la liberté et de l'égalité, souhaitons. Hein. Il y a un élément principal, quand vous êtes musulman, vous ne pouvez plus changer de religion. Alors ça, ce n'est pas vraiment l'illustration de la liberté à la française. Donc, ceci dit, c'est des pays dans lesquels on peut tout à fait faire des affaires. Moi, j'ai fait beaucoup d'affaires en Indonésie, un peu dans les pays du Golfe lorsque je travaillais pour une société américaine, Tommy Bahama. Bon, il n'y a pas eu de problème, hein, mais c'est tout à fait différent d'y faire des affaires, d'y passer quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, et d'y vivre en étant une population locale. Donc, D'accord. nous Bon, on est n'avons complètement pas envie que d'accord. la France devienne sur ce modèle-là, puisqu'on n'a pas été construit sur ce modèle-là. Ok. Donc maintenant, tu as rejoint le CNIP, tu fais campagne pour Marion Maréchal, c'est bien ça? Alors, donc maintenant, j'ai rejoint le CNIP, je fais campagne pour Marion Maréchal, et d'ailleurs, j'ai été la rencontrer à Carnac la semaine dernière, parce que je ne l'avais jamais rencontrée. Et donc, j'avais envie de la rencontrer. Elle a fait une réunion dans un endroit assez intéressant, d'ailleurs, un château qui avait été construit pour devenir une boîte de nuit par Alain Barrière. Alors, j'y étais avec deux jeunes qui avaient moins de 25 ans. Et, euh, et je leur ai dit que je vais amener là-bas un jeune, le responsable des GZ pour les Pays de la Loire et le responsable du jeune CNIP pour les Pays de la Loire. Et donc, je leur ai dit, bah oui, ça a été construit, une boîte de nuit, c'est super. D'ailleurs, c'était confortable, c'est plus confortable qu'une salle habituelle, puisqu'on était assis, tu sais, comme dans une boîte de nuit, une espèce de divan. Enfin, et, euh, et je leur dis Alain Barrière. Il me dit, Alain Barrière, évidemment, ils ne savaient pas qui c'était, mais Alain Barrière, dans les années C'est 60-70, Casino? c'était l'équivalent de Johnny Mm. Hallyday. Hein. Mm. Donc, il avait fait ça. Et alors, Alain Barrière était né à la Trinité. Il était l'ami d'enfance de Jean-Marie Le Pen. Donc, on s'est retrouvés dans cette. Et alors, ça a été formidable parce que Marion a fait un discours, mais surtout a pris des questions-réponses. Et j'ai été bluffé par sa capacité à répondre sur toute une palette de sujets. Et ça, c'est une grande différence avec Bardella. Parce que Bardella, moi, j'ai passé une heure avec lui, je l'avais fait venir dans la Sarthe l'année dernière. J'ai passé une demi-heure dans la voiture entre la gare et le lieu de réunion, et ensuite retour. Mais c'est quelqu'un qui a tout appris par cœur, lui. Il apprend tout par cœur. Alors, il a un certain charisme, mais il n'a qu'une licence de géo. Apparemment, il est en train d'apprendre l'anglais, mais c'est un type qui, quand tu lui parles, tu n'as pas l'impression d'avoir quelqu'un de très intelligent en Il parle pas face. anglais, Et Jordan? il te raconte comment? Il parle pas anglais? Il te raconte tout ce qu'il a appris par cœur, mais moi je lui ai parlé d'autres sujets liés au commerce international, la fiscalité internationale ou au problème de la loi NOTRe. Le gars, il était paumé. Il m'a commencé à me parler d'autres choses. Ah, votre fille travaille dans la mode, ce serait pas mal que la fille de Marine Le Pen prenne contact avec elle parce que ma fille a une société de mode haute couture à Malte. Enfin voilà, on sent que dès qu'il est plus sur son terrain, il est paumé. Est-ce qu'il Or, parle moi, anglais, pour Jordan moi, Bardella? Est-ce que tu m'entends? comment? Est-ce qu'il parle Oui. anglais? Alors, moi, j'ai lu dans la presse, c'est ça ce qui m'a amusé, monsieur Jordan Bardella apprend l'anglais pour se, pour se préparer. Et, tu vois, c'est intéressant pour des gens comme nous qui avons travaillé à l'international, ce qui nous donne une certaine perspective d'ailleurs sur la vie politique, est intéressante et beaucoup plus réaliste hein, que la plupart des hommes politiques professionnels. Lui, non, lui, c'est un politicien professionnel, il n'a jamais travaillé dans une boîte, il est passé directement, il est devenu une créature médiatique. Enfin, Marine Le Pen a eu l'intelligence de comprendre qu'il avait beaucoup de charisme, ce qui est vrai. Voilà, et elle l'a mis en avant. Mais pour moi, je ne pense pas du tout qu'il ait la même stature, la même capacité, la même flexibilité d'intelligence, la même expérience qu'avait, par exemple, dans notre famille de pendant Jean-Marie Le Pen.
Pas, ou même Donc, que Maréchal. Marion Maréchal, qui a créé sa propre école, qui a créé son entreprise, qui s'est Bon, après, ils n'ont coltinée pas la avec même la âge. Marion nécessité. est un peu plus âgée que lui. Mais bon, même ça, elle a plus Oui, d'expérience. voilà. Donc, enfin, j'étais très, très bien impressionné par elle. Et ça m'a rasséréné, puisque je colle des affiches, hein. Moi, je suis un vieux militant de base, hein. Donc, dans les années 80, j'aime bien passer des journées à coller des affiches et à rencontrer des gens qui soit me menacent, soit sont très sympathiques et demandent à s'inscrire. Et ça, c'est un des intérêts de la vie politique. Pourquoi Voilà. tu aurais pu rejoindre Reconquête pendant la présidentielle ou pendant Alors, les j'aurais législatives? pu en conquête. Honnêtement, j'avais fait campagne donc, pour le Rassemblement national. Comme tu le sais, j'ai été presque élu député puisque je me suis présenté sur la circonscription l'ancienne circonscription de Et tu as fait Fillon, un bon d'ailleurs. score. J'ai fait 49,9%, hein. J'ai loupé 49,9. Après, 49,9, tu aurais oui. pu être député à très peu de voix près. Si Oui, à 87 voix près. Alors, comme j'étais bien à la préfecture, en fait, officiellement, j'ai perdu 88 voix, mais ils m'ont rappelé une semaine après pour me dire on vous a retrouvé une voix. 87 voix. Mais j'ai fait un recours, c'est intéressant parce que j'ai fait un recours contre au Conseil constitutionnel parce que le suppléant de la députée socialiste sortante, donc qui était représenté mais qui a été battu, qui n'a pas été qualifié au deuxième tour, avait fait un message sur Facebook où il avait plusieurs centaines de suiveurs le samedi, ce qui est strictement interdit, hein. Tu n'as pas le droit de faire de messages de quelque sorte qu'il soit le vendredi soir. Et donc, je l'ai intercepté. Un message appelant à voter, évidemment, contre le candidat Rassemblement national avec des qualificatifs qu'il faut, nous rappelant les heures sombres de la France, etc. Bon, donc j'ai fait un recours au Conseil constitutionnel et la conclusion du constitutionnel, c'est oui, il y a eu une violation du code électoral, mais elle n'est pas suffisamment grave pour que l'élection ait lieu de nouveau, donc pouvoir totalement discrétionnaire. Et aussi, alors c'est une candidate France Insoumise qui a été élue finalement, dans les conclusions, il y a marqué que ces comptes ont été réformés. Alors que moi, mes comptes sont passés nickel chrome dès le premier coup. Donc, double discrétion, tu vois, hein. Les comptes ont réformé, c'est-à-dire qu'il y avait des erreurs dans les comptes, mais que Mhm. bon, on a décidé que si on faisait deux, trois manips, c'est Comment elle validé. Ce s'appelle qui cette se fait députée? d'ailleurs très souvent. Comment? Elle s'appelle comment cette députée? Élise Boucher. Ok. Ouais. Élise Boucher, c'est une députée France Insoumise. C'était son premier mandat. Elle n'était même pas, et d'ailleurs élue par ailleurs. C'est une Local. personne D'accord. qui travaille dans le domaine du soin psychiatrique. D'accord. Alors, si je comprends Voilà. Et, bien, tu es resté au RN pendant les présidentielles et législatives par loyauté, en quelque sorte, d'un parti. en Même loyauté, oui, si, moi je suis. voilà, donc tu es Ouais. resté par loyauté, même si, au fond, en fait, on peut dire que tu es davantage d'accord avec Reconquête depuis le début. Alors, non, j'étais pas. Non. Si tu veux, j'ai trouvé quand même que il y avait des choses qui m'ont choqué, hein, et je l'ai dit à l'époque, c'est une raison d'ailleurs pour laquelle j'ai pas voulu rejoindre Reconquête parce que j'avais quand même critiqué Reconquête, notamment les sorties d'Éric Zemmour sur les fameuses sorties sur Pétain qui avait protégé les Juifs, si tu veux. Moi, mon père et ma grand-mère ont caché un Juif, d'ailleurs, de la famille de la Banque Lazare, sont d'ailleurs un statut de juste devant les nations, hein, pendant la Deuxième Guerre mondiale. La division, un petit bataillon de la division d'Reichsreich est venu occuper la propriété où habitait mon père, où j'habite maintenant, en 1944. Ils ont d'ailleurs commencé à mettre le feu à la maison, hein. Mais bon, pour la petite histoire, il y a un des officiers, mon père m'a dit, qui est venu et qui a mis un flingue sur la tête c'est un des types qui mettait le feu, lui a dit, bah, si tu mets le feu à cette maison, je te brûle la tête. Enfin bref. Mais lorsqu'ils sont arrivés camper chez nous, il y avait Didier Lazare, qui était donc de la famille Lazare, de la banque Lazare, qui se cachait. Et mon père a dû le déguiser en jardinier pour qu'il foute le camp, né à la barbe, littéralement, des SS. Enfin, il avait passé 2 ans chez nous. Donc, on est. Et alors, le fait que Zemmour dise haut et fort que Pétain a protégé les Juifs, moi, c'est pas passé du tout, ça. Parce que je Ouais, bah, c'est quand connaissais même, justement. tu es plutôt d'accord avec moi que c'est une anecdote. Peut-être qu'il a, Alors, voilà, le truc, c'est une j'ai petite déjeuné, polémique. par exemple, j'ai déjeuné avec le président Jean-Marie Le Pen début août 2022, et il m'a dit exactement la réalité, c'est-à-dire que euh, Éric Zemmour est passé directement de chroniqueur, d'historien, de journaliste de grand talent à homme politique. Donc, il n'a pas compris qu'il y avait un certain nombre de choses dont il fallait faire attention.
D'accord. Voilà. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu, et ça c'est prouvé, qu'il y a eu dans le régime de Vichy, etc., des gens qui ont protégé ou sauvé certains Israélites de façon individuelle, mais de façon générale, on ne peut pas dire une chose comme ça. On ne peut pas dire que Hmm. Pétain a D'accord. protégé les Juifs. Donc le dire, surtout dans une campagne, en dehors d'un débat d'historiens, c'est ignorant. Donc il y a des choses comme ça qui m'avaient choqué. Voilà, et puis donc Autre chose? je pensais aussi, je pense à l'union des droites, c'est-à-dire que je pense que l'intérêt de l'union des droites, c'est d'avoir effectivement des partis comme le mouvement conservateur, comme VIA, comme un des indépendants et paysans, tout le monde le sait, ont une certaine ligne politique, mais qui soutiennent Reconquête. Alors d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont la double appartenance, hein, en fait. Hmm. Donc, si je comprends bien, Voilà. parce que tu soutiens l'union des droites, tu souhaites mettre plus en avant des plus petits partis comme CNIP, VIA, enfin, ou en tout cas mouvement conservateur, Oui, oui, ça peut être pour que ce soit une réalité. D'accord, ça a du sens. une approche. Et d'ailleurs, comme de dit Marion Maréchal aussi, et elle a critiqué Jordan Bardella à raison, parce que bah, le RN vient de faire un coup quand même un peu détestable sur le pacte migratoire européen, puisqu'ils ont déclaré que Marion Maréchal et son parti avaient voté pour, ce qui est totalement faux. Ils se sont opposés, Nicolas B s'est opposé à 7 des 10 mesures Ouais, votées, et le RN s'est opposé à 8 des 10 mesures. La seule mesure que Nicolas B a votée par le RN, c'est une mesure sur le filtrage des clandestins, des immigrés, des réfugiés à l'extérieur des frontières de l'Union européenne, qui est un filtrage qui est surtout un intérêt d'identification, mais le RN avait voté pour quelques semaines avant, quelques mois avant. Donc c'est vraiment une opération de com lancée par le d'accord. RN, et tout ça c'est Bon, c'est des coups détestable. bas. Donc, Et tu n'es je pas d'accord avec les soutiens coups bas du RN. D'accord. oui, et je soutiens d'ailleurs Reconquête parce que j'ai plus confiance en des gens que je côtoie, que ce soit Nicolas B, que je connaissais par ailleurs, ou Stéphane Ravier, qui sont des gens qui s'engagent et qui se battent et qui sont présents. Les élus du RN à l'Europe, c'était grandement de ce que je voyais, la croisière s'amuse. Hein. À chaque fois que j'ai rencontré les uns et les autres, ah, c'est Raymond, c'était formidable, le voyage qu'on vient de faire, ceci, cela, autre chose avec, comme on le sait, pour Bardella, un grand absentéisme. Alors évidemment, il y a quelques bons parlementaires. J'ai notamment beaucoup apprécié le travail de Virginie Joron sur, contre la politique délétère de gestion du Covid de l'Union européenne. J'ai rencontré Le Breton, qui est toujours député RN du Parlement européen, qui a joué un rôle très positif sur la flexibilisation de la PAC et le fait que la France, les autorités françaises puissent avoir un peu plus d'autonomie dans la gestion de la fin des PAC, donc évidemment. Ok, bon, il Mais y il a y a quand quand même des bons même éléments. Ouais, il y a voilà, dont, de bons éléments, donc mais de Thierry manière Mariani, c'est un bon générale, élément. Thierry Mariani, j'ai rencontré 2, 3 fois. Oui, c'est quelqu'un que j'ai apprécié. Mais si tu veux, de manière générale, on se rend compte qu'ils n'ont pas fait grand-chose, qu'il y a beaucoup d'absentéisme, qu'il y a pas mal de gens qui ont rapporté et puis finalement sont partis, hein, à Picabas, Rivière, ou se sont mal tenus, comme Juvin. Donc, pas beaucoup confiance. Et je ne pense pas. Je pense que aujourd'hui, ce sont devenus des arrivistes. Il n'y a pas que sur l'islam, il y a aussi le fait qu'ils aient voté à l'Assemblée la régularisation des clandestins dans les métiers en tension, qui est une imposture, mais qui votent parce qu'ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien aux affaires. Moi, comme tu le sais, j'ai dirigé une chaîne, j'ai développé la chaîne de coffee shop Illy Café. J'étais directeur international. Euh, il est évident que ni les bâtiments à travaux publics, ni l'ORECA, c'est-à-dire hôtels, restauration, café, ne sont structurellement des métiers en tension. D'ailleurs, le bâtiment et les travaux publics est en train de débaucher beaucoup de personnes, hein, de virer des gens. Donc, dire qu'on a besoin de manœuvres, non. Non, non, c'est encore une fois des groupes, soit des petites entreprises plus ou moins gérées de façon plus ou moins mafieuse, soit des gros groupes qui veulent faire venir de la main-d'œuvre moins chère et plus malléable parce que étrangère. Et dans l'ORECA, c'est-à-dire hôtel, restaurant, café, c'est la même chose. J'ai travaillé dans ce domaine-là, je ne citerai pas une des sociétés pour lesquelles j'ai travaillé, mais le patron m'a dit un jour, mais Raymond, pourquoi est-ce qu'on s'embête avec les Français qui nous embêtent avec le droit du travail, etc. Mais mon vieux, Ah, il faut ok, ouais. embaucher des Vraiment, on étrangers. a 5 minutes. Voilà. On a 5 minutes. Est-ce que tu peux dire en quelques mots pourquoi il faut soutenir Marion Maréchal?
Alors, il faut soutenir Marion Maréchal, d'abord parce que c'est une personne de grande qualité, c'est une personne volontaire qui sera plus présente, plus volontaire que les élus du RN, à mon avis, qui sont devenus arrivistes. Et aussi, je vais t'expliquer un truc, c'est qu'en fait, ils vont s'allier. C'est-à-dire qu'on peut faire basculer le Parlement européen d'un Parlement qui aujourd'hui est à gauche, est beaucoup trop européaniste et anti-français, à un Parlement européen qui sera plutôt de notre côté, puisque si on met d'accord le groupe ID, où est le RN, le groupe ECR, où seront les élus Reconquête, et la droite du PPE, on aura. Et pour ça, c'est beaucoup plus utile de voter Reconquête que de voter Rassemblement national, parce que le Rassemblement national, maintenant, c'est le parti anti-Macron. Donc, toute personne anti-Macron va voter Rassemblement national. Donc, ils auront de toute façon 28, 30 députés. Par contre, si Reconquête fait uniquement 4,8%, ça donnera peut-être un député de plus au RN, donc un député de plus à notre camp. Par contre, si Reconquête fait 6% ou 6,5%, ça donnera 6 ou 7, 5, 6 ou 7 députés dans notre camp. 10%, Reconquête pourrait faire 10%, 15%, c'est possible. 10, ça fera 12 députés. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un vote beaucoup plus utile. D'autre part, le groupe auquel on appartient, Reconquête, c'est le groupe ECR, alors que le groupe ID auquel appartient RN est un groupe marginalisé. C'est un groupe Ok. qui ne comprend pas de parti au pouvoir. Le groupe ECR a 2 ou 3 partis qui sont au pouvoir, notamment le parti de Giorgia Meloni, et donc est un parti qui déjà contribue dans des débats à ce que les choses avancent pour empêcher une Europe fédérale qui impose tout. Parce Ok. que le problème de l'Europe aujourd'hui, c'est d'être parti à faire n'importe quoi, à prendre la Commission dirige tout. Alors Nicolas B, il dit avec raison, la Commission doit revenir à son rôle, c'est-à-dire d'être un groupe de hauts fonctionnaires qui appliquent ce qui est décidé par le Conseil européen, c'est le représentant du gouvernement, et non pas ce qu'ils font actuellement, c'est-à-dire prendre position sur l'Ukraine, décider de s'armer pour l'Ukraine, Qu'est-ce que gérer tu très très penses de mal les. l'Ukraine? Qu'est-ce que tu penses de ce qu'a dit Marion au sujet de l'Ukraine, qu'elle souhaite la victoire de l'Ukraine? Je crois qu'elle a le droit de dire ce qu'elle veut. Je pense que ce qui est certain, c'est qu'on ne souhaite pas la défaite de l'Ukraine et on souhaite qu'il y ait une paix. Et que pour qu'il y ait une paix, il vaut mieux que l'Ukraine ne soit pas en position de faiblesse. Donc, c'est comme ça que j'interprète sa position. Mais en tout cas, c'est moi ma position. Hein. Je ne suis pas reconnaissant, je suis indépendant et paysan. Donc, je souhaite effectivement que l'Ukraine ne soit pas battue. Je souhaite que l'Ukraine arrive à une position où elle puisse obliger un accord de paix. C'est évident. On doit tous souhaiter la Ok. paix dans ce domaine-là et arrêter l'agression de la Russie qui, quand même, il ne faut pas l'oublier, a une culture d'autoritarisme, que ce soit à l'époque des tsars ou des communistes. Et il faut lire d'ailleurs les mémoires du marquis de Custine sur la Russie qui est l'équivalent de Tocqueville. Tocqueville avait écrit sur les États-Unis, Custine sur la Russie, avec tout le respect que j'ai pour la Russie et les Russes, c'est quand même un modèle qui n'est pas celui de l'Europe, c'est un modèle Ok. de dirigisme. Que penses-tu, ça va être ma dernière question, après faut que j'aille. Qu'est-ce que tu penses de Philippot, d'Asselineau, des autres petites listes, hein, si on peut appeler ça des petites listes? Pourquoi Le voter problème des pour petites listes, Reconquête et pas pour eux? le problème des petites listes, c'est que ce sont toujours, elles mettent en valeur des idées, donc c'est intéressant parfois comme aiguillon, mais elles prennent des pourcentages à d'autres listes qui sont plus représentatives et qui risquent du coup de louper les scrutins. Le nombre de fois où le RN a loupé des élections parce que 2, 3 petites listes des droites prenaient 1 ou 2%, c'est terrible. Alors, Philippot, moi je l'ai connu au Rassemblement national, hein, j'étais assez d'accord avec pas mal de choses qu'il disait. Maintenant, bon, ils se battent pour leur chapelle, ils mettent en avant certaines idées qui ne sont pas fausses. Je ne suis absolument pas d'accord avec l'idée de la fin de l'euro, hein, parce que moi j'ai fait des études d'économie, donc comme beaucoup, on sait très bien que la monnaie est un voile. Hein, alors, elle peut affecter ou pas l'économie, mais ce qui compte, c'est la substance de l'économie. Et en plus, une monnaie qui est forte se maintient, une monnaie qui est faible disparaît d'elle-même. L'euro reste une monnaie forte dans laquelle sont faits des échanges. Et puis se battre contre l'euro, c'est être sûr d'avoir tout le système financier et bancaire contre soi immédiatement. Et là, c'est idiot parce qu'il faut vivre aujourd'hui avec un système banquier et financier, surtout dans le domaine international. Donc Ok, je crois qu'encore une fois, que M. Philippot, peut-être comme toi et comme moi, aurait intérêt à avoir une expérience internationale. ok, très bien. Est-ce que tu as un dernier mot?
dans les Bah, écoute, commentaires. bonjour à tous les amis d'Asie. Moi, j'ai toujours ma société à Hong Kong et c'est toujours un grand plaisir de venir. L'Asie est un continent très dynamique, entre autres parce que justement, il a refusé le fédéralisme à l'européenne. Hein, L'Asie, les pays se mettent ensemble dans certains cadres comme l'ASEAN, etc., sur certains projets. C'est ce qu'on devrait faire en Europe. Et c'est pas du tout. Et je pense qu'une des forces de l'Asie vient du fait que chaque pays a gardé son identité, sa force, son nationalisme, la volonté de gérer son destin national, et que c'est un exemple. Ok, c'est une très bonne conclusion, je pense. Très bien, ben, merci beaucoup Merci, Marc. Raymond. J'espère te À revoir bientôt, bon bientôt courage. en France ou à Hong Kong puisque tu reviens souvent.